Un conseil important, ce serait de faire preuve de lucidité ou d'humilité. Le projet parfait n'existe pas. Tout ça, ce sont des choses à mentionner puisque les propriétaires souvent tombent un petit peu de haut. On peut d'une certaine manière les comprendre, mais ce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur leur terrain, surtout s'il s'agit d'un site agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marianne Montiel, très heureuse comme d'habitude de vous retrouver et d'accueillir aujourd'hui une nouvelle intervenante sur le podcast. Je suis avec Hortense Foyard, directrice du développement de Ferme Solaire, un acteur indépendant qui fait de la mise en relation entre les développeurs photovoltaïques et les propriétaires de terrain intéressés par des projets solaires. On va en parler ensemble. Bonjour Hortense. Bonjour Marianne. Merci beaucoup d'être avec moi, d'avoir accepté notre invitation à venir sur le podcast pour parler de Ferme Solaire. C'est la première fois que tu es avec nous, alors je vais te demander en quelques mots de te présenter. Je crois que tu as rejoint Ferme Solaire en 2022, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à travailler aujourd'hui dans le secteur. Déjà, merci beaucoup Marianne pour cette sollicitation. Je suis très heureuse de pouvoir intervenir sur le podcast aujourd'hui. J'ai un parcours académique plutôt orienté sciences politiques, et plus précisément des affaires européennes, avec des études que j'ai réalisées à Londres. Et c'est vraiment à mon retour en France à la suite de mes études que je me suis prise de passion pour la transition énergétique. J'ai travaillé pendant près de 10 ans pour des entreprises dédiées à l'efficacité énergétique, donc tout ce qui s'intéresse à la rénovation du bâti et aux technologies et financements qui permettent de réaliser des économies d'énergie, donc réduire la facture et les émissions de gaz à effet de serre produites par différents équipements. Je connaissais les fondateurs de Ferme Solaire. On n'avait jamais eu encore l'occasion de travailler ensemble. Et dans une logique de continuité, après avoir cherché à faire économiser de l'énergie, je suis arrivée chez Ferme Solaire parce que ça me paraissait assez cohérent en fait dans mon parcours et qu'il y avait une belle opportunité de passer du côté des énergies renouvelables après avoir essayé de réduire la facture énergétique. Oui, en effet, c'est assez logique. Et Ferme Solaire avait été créée donc en 2020. Toi, tu es arrivée en 2022. Alors justement, on va parler de Ferme Solaire. Donc, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, vous, ce que vous faites, c'est de la mise en relation entre des développeurs photovoltaïques qui cherchent donc de nouveaux terrains pour développer des projets et des propriétaires qui sont intéressés, qui ont envie éventuellement de s'investir dans ce genre de projet et qui cherchent en fait un développeur. Vous faites vraiment cette mise en relation. Comment l'idée a germé? Quel était le constat de départ? Alors, je pense que le constat de départ était le suivant, c'est que le marché du développement photovoltaïque est très traditionnel. En tout cas, il l'était beaucoup en 2020, surtout sur la partie foncière, puisque l'identification de terrains propices se faisait énormément par bouche à oreille, réponse à appel d'offres, travail de cartographie. Là où l'idée de ferme solaire est un peu révolutionnaire, c'est qu'elle consiste à digitaliser le modèle et non plus à aller chercher des propriétaires, mais à inverser la tendance. C'est-à-dire que dans le cas de Ferme Solaire, donc c'est une plateforme web, ce sont les utilisateurs qui sont intentionnistes, ce sont des propriétaires fonciers désireux de soumettre leur terrain à une étude en vue d'y héberger une ferme photovoltaïque en échange d'un loyer, qui s'inscrivent. C'est une démarche qui s'avère complémentaire de celle des développeurs, puisque les développeurs, ils vont eux d'abord commencer par trouver le foncier et après essayer d'identifier les propriétaires, puis les convaincre. Nous, la vraie valeur ajoutée qu'on a, c'est que les propriétaires fonciers sont à la base déjà motivés, ou en tout cas ont une première idée de ce qu'il est possible de faire, même si parfois il faudra encadrer un petit peu cette première idée. Mais en tout cas, on travaille avec des prospects qui sont motivés, avec lesquels il est facile d'échanger et de les embarquer, en tout cas dans un projet solaire. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps des deux côtés en fait, à la fois du côté des développeurs et de ces propriétaires intéressés qui peuvent être un petit peu perdus aussi dans les propositions, dans la jungle des développeurs qui existent. Donc vous faites de la mise en relation, vous faites en fait le rôle d'apporteur d'affaires d'une certaine manière. C'est ça. Notre métier historique, c'est de l'apport d'affaires digitalisé, mais on se considère comme un apporteur d'affaires premium.
dans la mesure où si on a bien une liste de questions qui permettent de qualifier ou de disqualifier un terrain, on va quand même beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, nous, notre but, c'est de devenir un réel tiers de confiance entre les propriétaires fonciers et les développeurs photovoltaïques. Et on va s'intéresser non pas uniquement au terrain, mais également en fait au projet dans son ensemble. Et qui dit projet dit le site, mais aussi son propriétaire. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé chez Ferme Solaire? Quelle était son idée de base? Est-ce qu'il connaît les élus locaux? Quelle est l'histoire en fait du site? Puisqu'on s'adresse quand même dans 90% des cas à des prospects issus du monde agricole. La terre, c'est quelque chose qui a une valeur autre que purement foncière. Il y a toujours de l'affect, et nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment le photovoltaïque va pouvoir servir à la fois les intérêts des propriétaires fonciers, exploitants agricoles sous la plupart du temps également, et ceux des développeurs photovoltaïques. D'accord. Et petite parenthèse aussi, est-ce que si un propriétaire, par exemple, a été déjà démarché par un développeur, est-ce que vous pouvez jouer le rôle de conseil? Est-ce qu'il peut vous contacter aussi pour vous demander conseil sans que ça soit un projet totalement vierge au départ? Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors nous, on reste toujours très neutre. C'est-à-dire que si un propriétaire nous sollicite justement parce qu'il a été démarché et qu'il aimerait avoir d'autres propositions, on va pas essayer de discréditer une offre qui a été faite au préalable. En revanche, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette offre-là ne lui convient pas en l'état. Et s'il souhaite juste comparer, nous, ça nous va très bien, parce que c'est un petit peu notre proposition de valeur aussi, à la manière de quelqu'un qui irait sur un site de comparateur d'artisans au moment de lancer des travaux, ou un comparateur de lignes de train avant de partir en voyage. Eh bien, nous, on va proposer aux propriétaires fonciers de recevoir jusqu'à 3 propositions, donc de la part de 3 développeurs photovoltaïques différents, qui vont lui permettre de faire son choix, de prendre un peu plus de recul sur son projet. Sur ces options. D'accord. Alors, tu le dis, donc ça passe par une plateforme. C'est quelque chose qui est digitalisé, c'est ce qui fait un petit peu votre spécificité. Quand ça a été créé en 2020, ce type de plateforme, ça n'existait pas du tout, en fait. Oui, on était précurseurs, et l'idée de digitaliser le modèle, force est de constater qu'elle a été plutôt pertinente, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 200 demandes entrantes par semaine et près de 55 développeurs photovoltaïques qui s'appuient sur nos services pour identifier leur foncier. Notre site, il évolue en permanence. On va essayer d'apporter un maximum d'éléments aussi informatifs et pédagogiques à nos utilisateurs, pour qu'ils puissent avoir un maximum de cartes en main au moment où ils s'inscrivent ou où ils sont amenés à échanger avec des développeurs. Alors, quelles sont les étapes? Donc, du coup, si je suis propriétaire de terrain, j'entends parler de ferme solaire, je vais sur votre site où je vous appelle. Comment ça va se passer, en fait, cette mise en relation exactement? Alors dans un premier temps, le cas classique, c'est que le propriétaire va faire une recherche sur Internet et va arriver sur notre site. Il va commencer par remplir un formulaire assez succinct pour donner des informations à propos de son terrain, liste ses coordonnées géographiques et son usage actuel et historique. À la suite de ça, il va être recontacté par un de nos chargés d'affaires afin de réaliser un premier entretien téléphonique qui va permettre de qualifier le projet. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de comprendre vraiment quels sont les besoins du propriétaire, pourquoi est-ce qu'il sollicite Ferme Solaire, quelles sont ses attentes, c'est d'obtenir un maximum d'éléments de contexte qui vont nous permettre de déterminer si le projet est viable ou non. Également, de pouvoir faire de la pédagogie si, par exemple, le prospect, le propriétaire foncier arrive avec des idées arrêtées sur la faisabilité d'un projet et qu'on se rend compte que la réalité du terrain ne permet pas de répondre à ces attentes, que ce soit ça peut être en termes de puissance, de typologie d'installation ou encore de loyer proposé. Eh bien, on va également avoir un rôle pédagogique et didactique pour que le prospect ne soit pas déçu par les propositions qui pourraient être faites. Ça, c'est la première étape qui est vraiment très, très clé et très importante pour nous, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va embarquer le prospect dans le projet photovoltaïque. On est souvent la première porte d'entrée de ces personnes-là dans ce monde-là, même s'ils ont déjà une idée puisqu'ils sont intentionnistes, hein, mais ce rôle de ne pas être juste un call center qui pose des questions binaires, c'est extrêmement important, et c'est ce qui fait notre différence chez Ferme Solaire, je pense.
Si le projet nous semble pertinent, on va approfondir, on va réaliser une préétude technique de faisabilité au travers d'outils cartographiques où on va s'intéresser à tous les enjeux autour du site à proprement parler. Donc que ce soit les enjeux environnementaux ou patrimoniaux, les possibilités de raccordement, l'histoire du site, ses enregistrements à la politique agricole commune, les risques d'inondation, établir un premier profil altimétrique, etc. En fait, on va établir une vraie carte d'identité du projet. Ça, c'est quelque chose que le propriétaire doit payer pour obtenir cette étude ou... Non, pour le propriétaire foncier, c'est complètement transparent, c'est gratuit et sans engagement de sa part. Le seul engagement oral qu'on lui demande, c'est si son site suscite l'intérêt de nos clients, c'est qu'il s'engage à minima leur répondre et à accepter une visite sur site pour évaluer la possibilité de créer de développer un projet photovoltaïque. D'accord. Donc ça, c'est super intéressant parce que donc vous faites cette étude, en fait, cette pré-étude de faisabilité, qui est quelque chose que les développeurs sont amenés à faire. Donc en fait, vous leur pré-mâchez le travail d'une certaine façon et une fois que ce terrain, donc il est étudié, accepté, que vous déterminez qu'il est intéressant, il est donc mis en ligne et ce sont les développeurs qui vont, en fait, aller ensuite sur votre site faire, un petit peu leur marché, si je peux m'exprimer comme ça? Exactement. Donc on a une autre plateforme qui est différente de notre site grand public, qui est vraiment un extranet dédié à nos clients, donc les développeurs photovoltaïques. Chaque développeur a son propre compte et au sein de chaque entreprise, tous les chargés d'affaires ont également leur propre compte. Donc tous les terrains qui sont qualifiés chaque semaine après semaine, donc entre 50 et 80 nouveaux sites toutes les semaines, vont se retrouver sur la plateforme. Et là, le développeur peut consulter le terrain, poser des questions s'il considère que les renseignements, les informations contextuelles apportées ne vont pas assez loin et qu'il a besoin de davantage de précision avant de prendre sa décision. Il peut également télécharger le fichier KML qui correspond en fait au détourage du site sur un outil cartographique pour l'injecter dans ses propres modèles de design. Et puis, il peut donc choisir de se positionner ou non sur tel ou tel site. Donc pour justement se positionner sur un terrain, à ce moment-là, je crois que les développeurs vont acheter en fait la «fiche» entre guillemets, ils vont acheter la mise en relation, c'est bien ça? Alors oui, ce qu'ils achètent, c'est la mise en relation. Donc ils s'engagent à rémunérer Ferme Solaire, c'est un montant fixe, pour être mis en relation. Et nous, ce qu'on garantit, c'est que les informations fournies dans la fiche sont vraies, qu'il n'y aura pas de disparité une fois sur site, et que le propriétaire foncier décrochera, aura déjà entendu parler de nous et aura déjà été embarqué, entre guillemets, dans un potentiel projet photovoltaïque. D'accord. Alors, je me permets de te poser une question qui va être un petit peu plus générale, mais je pense que c'est un bon prétexte pour justement remettre un petit peu les idées au clair. Quand on parle de terrain, on parle de faisabilité d'un projet, etc. Quels sont les terrains qui sont recherchés, qui sont prioritaires ou quels sont les éléments, par exemple, qui vont être de vraies contraintes, qui font qu'on ne va pas du tout pouvoir mettre un projet solaire dessus? Qu'est-ce que tu peux nous passer en revue un peu les critères importants? Les terrains prioritaires, ça va être ce qu'on appelle des terrains dégradés. Des terrains dégradés sont des terrains sur lesquels il y a eu une intervention humaine qui le rend désormais impropre à un usage d'habitation ou un usage agricole. Ça va être le cas des anciens sites d'extraction, les carrières, les mines, les sablières, ce genre de choses, les friches industrielles, les délaissés aéroportuaires ou routiers. Ça peut être également des terrains d'entraînement militaire, etc. En fait, tous les terrains qui ont été abîmés par l'homme. Ça va vraiment être les sites prioritaires. De la même manière, les terrains qui se situent en zone urbaine ou à urbaniser, pas trop proche des habitations évidemment. Donc tout ce qui est en zone constructible, ça va être prioritaire. Et ensuite, ce que l'on observe le plus, puisque ces terrains-là ont été énormément prisés par les développeurs, il y a énormément d'enjeux autour de ces terrains, qu'on voit de plus en plus, c'est des projets agrivoltaïques où là, l'exploitation agricole et les structures photovoltaïques vont venir cohabiter. Plus précisément, les structures photovoltaïques vont venir soutenir et pérenniser l'exploitation agricole.
Concernant les éléments rédhibitoires dans le développement d'un projet photovoltaïque, on peut retenir par exemple la loi littorale. Un terrain qui est situé en loi littorale ne pourra pas accueillir de champs photovoltaïques sauf exception, mais très très rare. Les sites protégés d'un point de vue environnemental et qui cumulent plusieurs enjeux environnementaux, encore une fois, le but c'est pas de détruire un milieu naturel propice à la biodiversité pour y mettre des panneaux photovoltaïques, les sites qui accueillent des milieux humides. Et puis nous, chez Ferme Solaire, on va également éviter de changer l'usage agricole des terrains. C'est-à-dire que si un agriculteur nous sollicite et qu'il s'avère qu'il a un terrain céréalier dans la Beauce avec de très bons rendements et que il souhaite le raser pour mettre des moutons et des panneaux, là, on va lui expliquer que le projet a quand même très peu de chances de voir le jour. Et voilà. Et de la même manière, les terrains boisés sont à éviter aussi, toujours dans une recherche de cohérence. Est-ce que, avec Ferme Solaire, vous ne traitez que des terrains pour des projets au sol, ou est-ce qu'on parle aussi éventuellement de tout ce qui va être projet de toiture, hangar photovoltaïque, etc. Alors les toitures et les hangars sont une activité à la marge. Nous, on ne cible pas ces sites-là actuellement, mais on a des demandes entrantes de la part de propriétaires et donc on s'interdit pas de les étudier et de les proposer à quelques-uns de nos clients qui vont également sur ce marché-là. On se penche également actuellement aussi sur le sujet des batteries de stockage qui ont une emprise au sol donc beaucoup plus faible qu'une centrale photovoltaïque. On parle de 1000 mètres carrés à peu près maximum, qui sont indissociable de l'avenir des ENR, et dans la mesure où on a acquis une vraie expertise en termes d'identification de foncier et qu'on a beaucoup de projets entrants, c'est quelque chose à laquelle on s'intéresse également aujourd'hui. D'accord. Alors, tu as mentionné le nombre de développeurs partenaires avec lesquels vous travaillez, 55 si j'ai bien entendu. Donc, j'imagine que une de vos forces aussi chez Ferme Solaire, en plus voilà, de l'expertise de terrain que tu mentionnes, c'est aussi la connaissance fine que vous avez finalement de tout le secteur, de tous les développeurs qui sont aujourd'hui sur le marché et qui vous permettent peut-être aussi d'orienter justement les différents prospects dans la bonne direction. Oui. Aujourd'hui, nous, on travaille avec vraiment toute typologie de développeurs. On travaille avec des petites structures familiales ancrées localement, aussi bien qu'avec de très gros acteurs qui travaillent à l'échelle nationale. Et puis, par ailleurs, nous avons également une activité de développement propre sur le segment du petit sol. Et c'est aussi en cela qu'on dépasse notre simple rôle d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire qu'on apprend à connaître nos clients développeurs, leurs besoins et leurs attentes, le cahier des charges des centrales de leurs rêves, mais on s'est aussi un petit peu cassé les dents en direct sur le développement de projets photovoltaïques. Alors je vais t'interroger un petit peu plus tard, je pense, sur cette partie-là, parce que ça, en effet, ça m'intéresse aussi. Je précise, puisqu'on parle des développeurs partenaires, que donc Unit fait partie des développeurs qui travaillent avec Ferme Solaire régulièrement depuis pas mal de temps, je crois. Oui, oui, tout à fait. Unit est un de nos partenaires historiques. Alors, Hortense, tu as donc mentionné, moi je suis assez impressionnée par les chiffres que tu mets en avant. Donc, après 50-80 terrains nouveaux par semaine, j'ai vu que vous aviez traité depuis la création de Ferme Solaire, je crois, plus de 20 000 demandes. Quelles sont les attentes des propriétaires? Je suis curieuse, en fait, toi qui es en contact justement avec ces différents, les propriétaires, ce que tu appelles les prospects, euh, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Est-ce que tu constates une vraie méconnaissance, en fait, de ce qui les attend? Ou au contraire, les gens sont plutôt bien informés? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, sur leurs attentes? Alors, ils ont de très grosses attentes, les propriétaires. Ouais. Et surtout des attentes parfois qu'il faut raisonner. Le premier point, ça va être en termes financiers. Le fameux loyer versé en contrepartie de l'hébergement de la centrale. Donc, on parlait plutôt des terrains les plus prisés, les sites dégradés. Pour ces sites-là, on peut bénéficier de tarifs préférentiels de rachat de l'énergie. Et c'est vrai que les montants des loyers tendent à être plus élevés. On peut voir du 10 000, 12 000 euros du méga pour ces terrains-là. C'est vraiment un prix d'appel pour susciter l'intérêt des propriétaires. C'est pas ce qu'on observe dans la réalité, et c'est un petit peu là-dessus qu'on doit raisonner les propriétaires fonciers, puisqu'un
propriétaire d'un terrain agricole qui est également exploitant, lui, ne peut pas prétendre à 12 000 euros du méga. C'est en termes de rentabilité, et en termes de cohérence vis-à-vis des chambres d'agriculture et du fait que l'exploitation agricole doit rester la première source de revenus, c'est totalement inenvisageable. Également par rapport à l'encadrement lié à l'agrivoltaïsme, puisque aujourd'hui il y a un décret qui régit ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans le contexte agrivoltaïque, et bien leur expliquer qu'il ne s'agit pas de placer trois moutons sous des panneaux pour que le projet soit dit agrivoltaïque et qu'il puisse voir le jour, ce n'est pas possible. Rappeler qu'il faut que toutes les parties prenantes soient consultées en amont, embarquées et favorables au projet, c'est-à-dire aussi bien le développeur, le propriétaire foncier, l'exploitant agricole si ce sont deux personnes différentes, les élus locaux, éventuellement également les chambres d'agriculture. Tout ça, ce sont des choses à mentionner puisque les propriétaires souvent tombent un petit peu de haut et on peut d'une certaine manière les comprendre, mais parce qu'ils réalisent qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur leur terrain, surtout s'il s'agit d'un site agricole. Je reviens juste sur l'histoire du loyer, parce que je sais que c'est un point qui est important. Tu as parlé d'un prix d'appel de 12 000, c'est donc le prix très haut. En moyenne, le prix va être plutôt de combien? Enfin, le loyer, on peut envisager combien par hectare? Alors c'est difficile de parler par hectare, parce qu'aujourd'hui, notamment pour les projets agrivoltaïques, on va parler de puissance puisqu'on ne peut pas occuper toute une parcelle avec des panneaux photovoltaïques. Ce ratio de 40% d'emprise de la surface prise à bail qui doit lui-même être de 10% de la surface totale de l'exploitation. Donc ces 12 000 euros, ça peut être observé dans le cas de terrains dégradés, je vais être très caricatural, mais une carrière dans le Var de 12 hectares située à 1,5 km d'un poste de raccordement. Oui, là, le 12 000 euros du mégawatt crête peuvent être observés sur le marché. Pour les terrains agricoles, la réalité est tout autre. On va plutôt aller sur du 2 à 3 000 euros du méga qui doivent être répartis entre propriétaires fonciers et exploitants. Ça va être une fourchette, ce sera une fourchette raisonnable. Sachant qu'un propriétaire foncier peut également négocier des indemnités d'immobilisation au moment où il signe non pas le bail, mais la promesse de bail, donc le document qui va couvrir en fait le développeur durant la durée des études. Est-ce qu'ils ont conscience des délais aussi des projets? Non. C'est un autre point que j'allais soulever, c'est le temps d'instruction d'un projet qui peut être très très long. Entre le moment où un prospect s'inscrit sur notre site internet et le moment où la centrale va voir le jour sur son terrain, il peut se passer un minimum de 5 ans. Parce que il y a des études environnementales, topographiques, des rendez-vous avec les élus locaux, les DDT, une instruction de permis de construire, des recours des tiers possibles. Enfin, on est vraiment sur le temps long. Et donc, il faut bien également préciser aux propriétaires fonciers qui déjà vont s'engager sur 30-40 ans de bail emphytéotique à l'issue de toutes ces études-là, mais que ces études en elles-mêmes peuvent durer un certain temps. Et que, encore une fois, la centrale ne va pas pousser de terre en quelques semaines. Donc des délais dont il faut avoir conscience, également des restrictions légales, notamment dans le cas de l'agrivoltaïsme que tu évoquais à l'instant. Pour revenir sur l'agrivoltaïsme, je sais que vous êtes particulièrement engagé chez Ferme Solaire à justement mettre en avant des projets vertueux, parce que c'est quelque chose qui suscite encore d'ailleurs beaucoup de débats. La clé d'un projet agrivoltaïque réussi, pour toi, qu'est-ce que c'est? La clé d'un projet agrivoltaïque réussi, c'est déjà de comprendre qu'un projet agrivoltaïque, c'est un projet agricole. C'est-à-dire que les structures photovoltaïques doivent venir soutenir l'exploitation en place, la pérenniser et non pas s'y substituer. C'est bien en termes de revenus que de technologie. Tout ce que l'installation photovoltaïque peut apporter à l'exploitation, en fait, doit être fait au profit de l'exploitation. Donc un propriétaire foncier qui a un terrain dont l'usage historique est agricole et qui nous sollicite sans l'accord de son exploitant ou parce que au contraire il en a assez d'avoir des baux de fermage sur son site et qui voudrait enfin pouvoir en faire ce qu'il veut. Là, on sait que c'est un projet qui ne verra pas de jour puisque on a un propriétaire totalement réfractaire à l'essence même du concept d'agrivoltaïsme, si je puis dire. C'est important de le rappeler, ouais. C'est hyper important de replacer vraiment l'exploitation agricole au cœur du projet.
aujourd'hui, beaucoup d'exploitations agricoles font face à d'énormes enjeux économiques et climatiques. Nous sommes convaincus chez Ferme Solaire que l'agrivoltaïsme est une des réponses à ces difficultés-là par les loyers qu'ils peuvent apporter, par exemple, ce qu'on cite régulièrement et qui est avéré, l'ombrage qu'apportent les panneaux pour pallier le stress hydrique, le dessèchement des sols, ce genre de choses. Et dans ce contexte-là, si le propriétaire et l'exploitant sont deux personnes différentes, il faudra bien rappeler le concept de partage de la valeur, notamment de la valeur financière, parce que le loyer devra également être versé pour partie à l'exploitant agricole qui viendra faire paître son troupeau, entretenir le terrain. Et afin d'appuyer cet engagement-là, nous sommes devenus membres en 2024 de la FFPA, la Fédération française de producteurs agrivoltaïques, qui rassemble en fait tous les acteurs de la profession, que ce soit des agriculteurs, des collectivités territoriales, mais aussi des développeurs qui œuvrent en fait pour cette application raisonnée de l'agrivoltaïsme. Alors écoute, jusqu'à présent, on a parlé surtout de mise en relation et puis donc de la spécificité des projets ainsi que des attentes des propriétaires. Tu as évoqué tout à l'heure votre activité également de solariste, puisque donc vous avez chez Ferme Solaire, vous vous êtes également lancé dans le développement propre, mais je crois que c'est pour des projets assez spécifiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, encore une fois, la vision chez Ferme Solaire, que les fondateurs nous ont transmise et qu'on essaye de construire aujourd'hui, c'est de dépasser vraiment le rôle d'apporteur d'affaires. Et pour ça, il y a toujours eu ce souhait à moyen terme de devenir développeurs nous-mêmes et producteurs d'énergie photovoltaïque. Sauf que on a 55 développeurs qui s'appuient sur nos services pour leur trouver du foncier. Donc là, on a Un conflit d'intérêt. exactement, un sujet de conflit d'intérêt qui s'est posé. En 2023, la loi d'accélération pour les énergies renouvelables nous a permis d'identifier une opportunité sur le segment qu'on appelle du petit sol, c'est-à-dire des projets d'une puissance inférieure à 1 MW crête. On appelle chez nous ma microcentrale photovoltaïque. Et pourquoi donc c'est une opportunité pertinente? Déjà parce que nos partenaires à l'époque n'allaient pas sur ce segment de marché-là. On s'est positionné instantanément en disant que nous on allait développer des projets là-dessus. Et donc ça nous permettait de devenir développeurs sans être concurrents de nos propres partenaires, de nos propres clients. Par ailleurs, c'est une opportunité, le contexte réglementaire est favorable à une petite structure comme la nôtre, puisque l'instruction est facilitée pour ces projets de petits sols. On peut obtenir une exemption d'études d'impact environnemental en faisant une demande auprès de l'ADREAL au cas par cas, sachant que ces études d'impact environnemental, elles peuvent durer 1 an, voire plus s'il y a des compléments. Donc là, si l'exemption est obtenue, on en gagne 11 mois, puisqu'elle est délivrée en 35 jours à peu près. La déclaration préalable est le document d'organisme qui vient se substituer ensuite au permis de construire. Et puis, on parle également de petites surfaces. Donc, qui dit petite surface dit faible emprise, moins de co-visibilité possible. Et puis, on pense que ces projets de microcentrales ont un vrai rôle à jouer dans le fait de redonner du pouvoir énergétique, entre guillemets, aux collectivités qui sont très enclavées et qui ne bénéficient pas de cette possibilité-là de produire leur propre énergie et qui plus est leur propre énergie renouvelable. Donc, d'un point de vue même politique, pour nous, ce sont vraiment des projets qui nous passionnent et qu'on est ravis de porter. Et donc, microcentrales, donc on parle en fait de terrains qui sont entre 1-3 hectares. En gros, un projet peut être développé en combien de temps? Un projet il peut sortir de terre en 12 à 18 mois à peu près. D'accord. Et oui, ce sont des petits, ça concerne de petites surfaces. Enfin, petite surface, c'est pas non plus le bout de jardin qu'on a derrière sa maison. À minima 1 hectare. Et ça, 1 hectare, c'est si on est pour le coup sur un site dégradé dont on va pouvoir occuper pleinement l'espace avec des panneaux photovoltaïques. Pour de l'agrivoltaïsme sur du petit sol, on ira chercher plus grand, puisqu'il faut que 40% maximum de la surface prise à bail soit occupée par les panneaux solaires, par la structure solaire pour des ovins, mais aussi si on veut mettre en place des cohabitations avec des petits arbres fruitiers, c'est pareil, il faut laisser de l'espacement
entre les rangées de panneaux pour permettre aux arbres de pousser. Pour revenir sur l'aspect environnemental et simplification administrative, il peut arriver qu'il y ait des complications ou des études complémentaires à mener. Ce n'est pas pour autant qu'on va stopper un projet. Si on nous impose une étude d'impact environnemental, si on croit vraiment au projet, eh bien on va tout faire pour qu'il puisse voir le jour. D'accord, super. Alors, quelles sont les perspectives de développement que vous avez chez Ferme Solaire dans les prochaines années? Nos perspectives de développement chez Ferme Solaire, elles sont multiples. La première, ça va être de poursuivre donc le développement de nos microcentrales photovoltaïques. Aujourd'hui, on en a 11 qui sont permittées, donc prêtes à être construites. On en a encore 100 en développement et puis de nouveaux projets qui peuvent rentrer chaque jour potentiellement. L'extranet que l'on met à disposition de nos clients développeurs est également en amélioration continue. Donc, on a tout un service de recherche et développement qui travaille d'arrache-pied pour fournir des informations de plus en plus précises au sein des fiches des fiches de terrain que l'on propose à nos clients. L'idée, c'est vraiment d'aller de plus en plus loin dans l'analyse des projets, des terrains, que ce soit le contexte réglementaire, urbanistique, etc. Afin de permettre vraiment aux développeurs de bénéficier de projets prêt à signer, si j'ose dire. Donc renforcer cette digitalisation et puis toujours maintenir cet équilibre que l'on chérit énormément chez Ferme Solaire entre technologie, intelligence artificielle, digitalisation et on va dire algorithmes assez puissants et humains, puisqu'il y a quand même des humains derrière, ce sont pas les machines qui font le travail. Et ce rôle-là, il est essentiel quand on parle encore une fois de terre, de terrain et d'agriculture. Et parmi les autres pistes de développement, donc il y a ce sujet évidemment de foncier pour le BESS, les batteries de stockage. On essaye de construire de plus en plus de services pour nos clients développeurs photovoltaïques. Notre objectif, c'est de nous positionner comme société de services en développement photovoltaïque afin d'accompagner nos clients sur toute la chaîne de valeur, de l'identification du foncier à la mise en service de la centrale, puisque en parallèle de ça, en plus, nous, on acquiert une vraie connaissance métier au travers des centrales que nous développons en propre. Super. Alors, pour terminer, quel conseil tu donnerais à un propriétaire qui serait intéressé par un projet? Si on devait lister un certain nombre de conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ont envie de vous contacter. Le premier conseil que je peux donner, c'est de se renseigner auprès de sa mairie. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux politiques très forts aujourd'hui et que si un maire est défavorable, si une chambre d'agriculture est défavorable à un projet photovoltaïque, eh bien, on va pas essayer de lutter contre ces parties prenantes-là. Il peut y avoir de bonnes raisons derrière. Donc, c'est très important de s'informer à l'échelle locale. Ensuite, ce que nous on permet, ça va être d'apporter des informations supplémentaires au travers de l'analyse des sites que nos chargés d'affaires réalisent, mais aussi au travers des offres que l'on va permettre aux propriétaires fonciers de recevoir. Ça va permettre de comparer, d'analyser, d'avoir plusieurs solutions potentielles. Évidemment, un conseil important, ce serait de faire preuve de lucidité ou d'humilité. Le projet parfait n'existe pas. L'important, c'est vraiment de réussir à trouver cet équilibre entre valorisation d'un site au travers des énergies renouvelables, loyer, retombées économiques locales, retombées agricoles positives, le fait de pouvoir développer un écosystème positif autour d'un projet photovoltaïque, mais tous les éléments doivent vraiment être alignés ou en tout cas embarqués dès la phase amont du projet pour qu'ils puissent voir le jour de la manière la plus sereine possible. Génial. Mais écoute, merci beaucoup Hortense pour toutes ces informations. Je ne sais pas, peut-être avant de rendre, je dis toujours en rigolant, avant de rendre l'antenne, parce que je trouve que ça fait très professionnel. Est-ce que tu aurais éventuellement un message que tu aimerais faire passer, un petit mot de la fin? Ce que je voudrais dire, c'est que chez Ferme Solaire, nous, on a la chance d'être au contact d'une pluralité d'acteurs absolument incroyable. On a échangé avec près de 20 000 propriétaires fonciers, énormément d'agriculteurs qui ont tous des problématiques, même si elles se rapprochent les unes des autres, mais qui sont quand même assez différentes. On travaille avec énormément de développeurs qui eux aussi sont différents.
toutes les personnes avec lesquelles on est amené à échanger ont cette même volonté de permettre aux ENR de se déployer et de se déployer de manière cohérente et raisonnée, que ce soit pas fait au détriment de notre patrimoine agricole, des enjeux environnementaux, de la biodiversité, etc. Et aujourd'hui, tous demandent aux législateurs de leur permettre d'avoir de la vision à moyen terme, à long terme, parce qu'on parle aujourd'hui de milliers d'exploitations agricoles qui sont menacées et qui pourraient sortir la tête de l'eau au travers de projets agrivoltaïques et de dizaines de milliers d'emplois de personnes qui œuvrent au profit du développement photovoltaïque. Génial. Écoute Hortense, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments, toutes ces pistes de réflexion. Je précise donc que tu es directrice de développement chez Ferme Solaire. Si parmi les personnes qui nous écoutent, vous êtes intéressés par ce type de projet ou par les mises en relation que vous proposez, n'hésitez pas en tout cas à aller consulter votre site internet. C'est donc, je crois, fermesolaire, tout attaché, .fr, c'est bien ça ? C'est bien ça. Merci beaucoup et très bonne continuation à toi et à toutes les équipes de Ferme Solaire. Merci Marianne. Je rappelle à nos auditeurs que le groupe UNIT développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques, éoliennes et hydroélectriques en France. Si vous qui nous écoutez, vous êtes propriétaire d'un grand terrain, d'une terre agricole, d'une friche et que ce type de projet vous intéresse, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire ou, vous l'avez bien compris, passer par Ferme Solaire pour obtenir toujours plus d'informations. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.